Donc, étant né au Maroc dans un Mellah, c'est-à-dire un ghetto juif, et en plus traditionnaliste, et j'étais dans des écoles juives, il n'y avait que ça à l'époque. J'étais à 16-17 ans, on m'avait proposé d'entrer dans un mouvement sioniste clandestin, ce que j'ai accepté avec enthousiasme et sans beaucoup réfléchir, parce que ça me paraissait absolument extraordinaire d'en faire partie. Israël représentait pour nous à l'époque, je parle des années 50, la fin des années 50, un idéal extraordinaire et qu'on ne connaissait pas finalement, parce qu'on était très peu informés à l'époque dans ce genre de lieu. Et puis finalement j'ai fait mes 3-4 ans et je ne suis pas parti en Israël pour des raisons, bon, disons d'ordre privé, voilà, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de m'étendre. Et petit à petit, j'ai commencé à devenir assez critique par rapport à Israël. Je pense qu'une des critiques que je faisais, c'était que voyant mes... Parce que toute ma famille est partie là-bas. Quand je dis famille, c'est au sens large. Et j'ai vu... ma première critique vis-à-vis de l'État d'Israël, c'était le racisme que subissaient mes compatriotes, mes coreligionnaires, ma famille. Je savais dans quel... où on les emmenait pour peupler les villes désertiques, les villes de développement. On les traitait d'arabes, de noirs. On leur donnait toujours les boulots les plus dégueulasses. J'ai appris aussi qu'il y a eu des révoltes dans les années 1958-59, des révoltes très violentes. Ah oui, d'accord. Des révoltes très violentes, de Wadi Salim notamment, et une répression féroce. Et aussi, alors que les juifs marocains, on n'a jamais connu ni la prostitution, ni le trafic de drogue, ni la violence, tout à coup, dans cet état-là, cette prolétarisation massive, on a fait un lumpenprolétariat où il y a eu, après c'était devenu des trafiquants, les prostituées. Et c'est ma première critique, si vous voulez, sur Israël. Petit à petit, j'ai mis du temps comment dire, à étayer ma critique de l'État sioniste. Donc d'un certain de sentiment anti-israélien, l'agressivité, l'occupation, ma réflexion a commencé à évoluer vers un antisionisme radical. C'est-à-dire les conditions mêmes, l'idéologie sioniste, je la remettais en question parce que pour moi, c'était... D'abord, ce n'était pas la solution telle qu'on voulait faire croire aux gens. La solution contre un antisémitisme rampant et qui ne trouverait sa solution qu'en dans la création d'un État juif, d'une part. Et deuxièmement, je réalisais l'injustice qui a été, je veux dire, le péché originel. Parce que ce pays n'a pu se faire qu'avec un nettoyage ethnique terrible, terrifiant. Ça veut dire l'expulsion et la destruction de tout ce qu'était la Palestine et la poursuite de cet état de fait. C'est-à-dire que j'ai réalisé aussi que le sionisme ne pouvait être qu'un phénomène colonial qui devait se perpétuer, s'agrandir, toujours avec plus d'agression, plus d'agressivité. Et c'est ce qui explique voilà, ma démarche et mon évolution vers un antisionisme radical. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont de plus en plus sionistes. Moi, je ferai la distinction suivante. Pour prendre par exemple l'exemple de la France, je considère personnellement, c'est une estimation personnelle, et il y a un tiers qui est vraiment sioniste et de plus en plus sioniste.
Voilà. Et un tiers qui est, disons, plus ou moins indifférent, et un tiers qui disparaît de la circulation. Ça veut dire qu'il s'assimile et qu'il disparaît de la circulation. Pourquoi ces gens-là sont de plus en plus sionistes? Parce que, d'abord, ils l'étaient, ils l'ont toujours été, et ils n'imaginent pas ne pas l'être. Ils n'imaginent pas avoir une position critique par rapport à Israël. Bon, mais ça, je pense que ça... je ne sais pas si ça vaut le coup de développer, parce qu'en fait, à partir du moment où on est juif, on est acquis à Israël, et donc on reprend les arguments d'Israël. Et pour les remettre en question, il faut faire un travail considérable sur soi-même, accepter la critique, accepter les arguments, et ça, ils ne sont pas prêts de le faire. Et aucun argument n'arrive pas à les faire changer d'avis, notamment l'occupation, la colonisation, etc. Ils trouvent toujours des arguments pour défendre Israël, et ils reprennent à leur compte les arguments des Israéliens. Pourquoi ils deviennent de plus en plus sionistes? Parce qu'Israël devient de plus en plus extrémiste, à droite. Il est fini le temps où la gauche dominait, enfin cette gauche de toute façon sioniste qui a fait la guerre de 67, qui a lancé la colonisation de la Cisjordanie, etc. Mais enfin, il y avait un semblant de gauche. Bon, aujourd'hui, la société israélienne va de plus en plus vers la droite, et même, moi je dirais, vers un fascisme de plus en plus grand et un racisme. Aujourd'hui, il est tout à fait admis que des rabbins lancent une fatwa pour interdire aux juifs de louer des appartements à des arabes israéliens. Ou bien il y a des ratonnades contre les arabes israéliens. Aujourd'hui, 50% des étudiants juifs israéliens ont déclaré dans une étude récente que les Arabes israéliens ne devraient pas bénéficier des mêmes droits que les autres. Donc la société israélienne juive accepte une position raciste. Et comme les Juifs de la diaspora s'alignent sur Israël, il n'est pas étonnant que ces Juifs aillent de plus en plus vers l'extrémisme, vers la droite et vers une certaine forme de fascisme. Alors voilà, tout d'abord un point important, c'est que jusqu'à l'apparition de mon livre, les Sayanim, on n'a jamais parlé des Sayanim. On a fait en sorte de ne jamais en parler, de ne jamais l'évoquer, et même la notion même était complètement, disons, occultée. Mais quand on lit des livres anglo-saxons, surtout, sur le Mossad, sur le fonctionnement du Mossad, là, on se rend compte que les Sayanim est une dimension très importante du fonctionnement du Mossad et de l'implication des Juifs de la diaspora pour la défense d'Israël et du Mossad. Les Sayanim, ce sont des Juifs, ça veut dire que ce sont des informateurs en hébreu, donc ce sont des milliers de Juifs dans tous les pays du monde. En France, moi j'estime leur nombre à environ 3000, et qui occupent des fonctions dans toutes les couches de la société. Donc ce sont des gens qui vivent normalement et qui, à l'occasion, peuvent donner un coup de main au Mossad. Par exemple, le Mossad a un département qui s'appelle la guerre de propagande. Et les Sayanim sont là pour, par exemple, donner un coup de main à cette fin. Je prends un exemple simple, évident. L'affaire Gilad Shalit, par exemple. Voilà un soldat d'une armée d'occupation, un caporal d'une armée d'occupation. Bon. Et ce soldat est enlevé par le Hamas. Bon. Et tout à coup, son père, qui est un simple fonctionnaire, est devenu une personnalité mondiale. Il a été reçu par Obama, par Bush, par Sarkozy, par Merkel, par le pape, par le secrétaire général de l'ONU. Je veux dire, attendez, même un général américain, on ne lui aurait pas fait un sort pareil. Et voilà, le père d'un caporal d'une armée d'occupation devient une personnalité mondiale. Comment est-ce possible? Grâce à l'action des Sayanim. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont au sein du gouvernement, du Parlement, des institutions politiques, économiques, culturelles, médiatiques, se sont ligués pour faire de ce personnage
d'abord du soldat enlevé, un personnage central, et de son père, un personnage très important qu'il fallait accueillir, recevoir et distinguer. Voilà par exemple l'action des Sayanim. Je dirais un fait qui a été révélé par Victor Ostrovsky, qui était agent du Mossad et qui avait écrit un livre sur son expérience. Et lui aussi il parle des Sayanim en Grande-Bretagne. Et il raconte un fait, c'est que en 1987, non plutôt 1978, quand Chirac a signé avec l'Irak pour la construction d'une centrale nucléaire, il y avait des scientifiques irakiens qui sont venus à Saclay pour étudier, pour se perfectionner en matière nucléaire. Le Mossad, qui était au courant évidemment, aurait voulu obtenir les dossiers de ces chercheurs, de ces scientifiques, pour pouvoir peser sur eux. Bon, un autre service secret aurait passé plusieurs semaines à se demander comment on va obtenir ces dossiers. Par effraction, en achetant, il fallait mobiliser plein de monde. Le Mossad, justement, l'intérêt du Mossad, c'est quoi? Il avait un Sayan à l'intérieur de Saclay. Donc on appelle le Sayan, on lui dit « je veux les dossiers ». Ils ont le dossier, en quelques heures, ils les photocopient et ils le remettent à sa place. Voilà. Donc les Sayanim, quand un espion du Mossad a besoin d'un appartement, une cachette, il s'adresse à un Sayan agent immobilier. S'il veut transférer de l'argent au noir, il s'adresse à un Sayan banquier, etc. etc. Voilà. Les Sayanim sont des gens qui occupent des places dans toutes les couches de la société et ils donnent des coups de main ponctuels au Mossad. Et pourquoi où est-ce qu'on va chercher ces Sayanim? C'est très facile. Il y a des institutions juives, comme par exemple le Bnai Brit, qui est une franc-maçonnerie, une espèce de franc-maçonnerie internationale, et qui réunit 500 000 membres à travers le monde. Et en général, ne serait-ce que par les conditions financières et sociales, il faut occuper des positions élevées dans la société pour en faire partie. Or, le Bnai Brit est dédié à la défense d'Israël. Bon. Et quand si le Mossad a besoin de personnes pour devenir des Sayanim, si ces personnes-là font partie du Bnai Brit, elles sont pratiquement, au contraire, elles sont honorées de devenir des Sayanim. Donc ils peuvent trouver, Victor Ostrovsky a dit que le Mossad a à sa disposition 1 million de Sayanim potentiels. Donc ils ont vraiment de la marge. Ah, ok. Alors, dans la perspective d'une guerre avec l'Iran ou d'une campagne de bombardement sur l'Iran, entre Israël et l'Iran, quel pourrait être le rôle des Sayanim français? Le rôle des Sayanim français, par exemple, déjà, on le voit à l'œuvre en ce qui concerne l'Iran, par exemple. Toute cette campagne menée depuis des années pour diaboliser l'Iran. Elle est le fait des Sayanim. Je prends par exemple, pour moi, un type comme BHL, c'est un Sayan parfait, c'est un Sayan idéal. Quand on voit ces réseaux, etc., quand on multiplie des gens, tous ces gens qui sont dans les médias, dans les revues, des types comme Alexandre Adler, enfin, tous ces gens qui ont leur place médiatique, qui ont leur poids médiatique important, qui interviennent, qu'on appelle des experts, qui interviennent tout le temps. Ces gens-là sont déjà en œuvre. Le Mossad les utilise déjà depuis des années pour diaboliser l'Iran. Parce qu'avant de l'attaquer, il faut d'abord diaboliser. C'est-à-dire que pour des Français simples, le jour où on attaquera l'Iran, personnellement, je n'ai jamais cru à cette attaque, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Donc, la première étape, diaboliser l'Iran. Et tous ces journalistes, tous ces experts qui sont des Sayanim ou des alliés des Sayanim. Et ils ont déjà fait un travail considérable pour diaboliser l'Iran, pour en faire un monstre. D'ailleurs, il y a un ministre israélien qui a donné une interview à Al Jazeera il y a un mois ou deux. Et il a dit textuellement, enfin c'est quand même extraordinaire, il a dit que ça fait 10 ans
qu'on dit que l'Iran veut rayer Israël de la carte. Or, ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais dit ça. C'est nous qui avons inventé ça. Eh bien, il y a encore des Sayanim, ça veut dire des alliés du Mossad et d'Israël, qui continuent à propager ce genre de rumeurs. C'est dire à quel point on a envie de façonner l'esprit. Voilà le travail des Sayanim. Voilà. Et donc, moi je pense que le jour évidemment on attaquera, mais enfin ça pour le moment c'est une hypothèse. Mais en tout cas le travail a été fait et très bien fait jusqu'à présent, parce que dans la plupart, dans la majorité de l'esprit des gens, l'Iran est un État qu'on peut bombarder parce qu'il n'a pas le droit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'arsenal nucléaire israélien qui est absolument fabuleux, eh ben on n'en parle jamais. Et ça, je trouve ça fantastique. Si on n'avait pas ces centaines de Sayanim dans les médias, éparpillés dans tous les centres de réflexion, de discussion, etc., mais on ne serait jamais arrivé à un résultat pareil. Voilà le travail des Sayanim, il est remarquable. Alors, le travail des Sayanim serait productif si on le démasquait. Mais tant qu'il n'est pas démasqué, pourquoi le travail des Sayanim est resté jusqu'à présent obscur? On l'a gardé dans la confidentialité, dans l'obscurité. Pourquoi? Dans la clandestinité. Justement, pour éviter ce genre d'amalgame. Et c'est pour ça que les Sayanim, on n'en a jamais parlé, on fait attention de ne jamais en parler. D'ailleurs, c'est remarquable quand même que des journalistes, je m'étonne, et encore, je m'étonne artificiellement, je m'étonne que des journalistes français qui depuis 40 ans parlent de politique internationale, alors qu'il y a des livres qui en parlent des Sayanim, et n'aient jamais eu la curiosité ou le courage de mettre les Sayanim en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à mettre, même dans le titre, à intituler le livre « Le printemps des Sayanim ». Je voulais que ce nom devienne courant, devienne connu. Et je suis très content, dans un sens, qu'aujourd'hui sur Internet, le mot Sayanim, le mot Sayan ou Sayanim, au pluriel, devienne presque un nom commun. Voilà. Parce qu'il faut que cette réalité soit connue. Une fois qu'elle est connue, de toutes les façons, je pense que beaucoup de gens s'interrogeront sur la double allégeance. Et ce n'est pas seulement à cause des Sayanim, mais quand on entend un Strauss-Kahn qui disait « tous les matins je me lève et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour Israël », on peut se poser des questions sur sa véritable patrie. Quand on entend, il y a plein d'exemples, il n'y en a pas qui me vient en tête, mais quand on entend un Fabius, par exemple, parler de la sécurité d'Israël, qui est absolument indispensable, moi je me demande qui il faut protéger, c'est Israël ou les Palestiniens? Alors qu'Israël possède l'une des armées les plus puissantes du monde, et quand on parle d'assurer sa sécurité, je trouve que c'est de la tromperie, c'est le moins que je puisse dire. Donc il y a vraiment personnellement, je pense que pour beaucoup de juifs français, leur patriotisme, moi je le remets en question. Parce que je ne crois pas à leur patriotisme 100% français. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent pour Israël, je me pose des questions vraiment. Et que d'autres se posent des questions, ben c'est tout à fait naturel. Ils n'ont qu'à... vous savez, on dit ça va réveiller les idées de complot, etc. Mais il faut voir la source du débat. Si on se pose des questions, c'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Voilà. Si les juifs français je veux dire, quand un Karlsfeld, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, va faire son service militaire en Israël, dans Arnaud Karlsfeld, et qui revient en publiant un livre avec sa photo de militaire, en glorifiant son sionisme. Quand un BHL dit je suis intervenu en Libye, en tant que juif et sioniste, là on peut se poser des questions, voilà.
Non, non, vous avez raison, je me corrige. Enfin, si j'ai dit une phrase pareille, elle n'est pas juste, elle n'est pas justifiée. Non, non, je fais la différence entre les militants sionistes connus, juifs sionistes connus, comme BHL, comme Arno Klasfeld, comme le CRIF, etc., et le reste de la population qui va qu'à ses occupations normalement et qui n'a pas envie d'être mêlé à ce qui se passe là-bas. Bah, je vais peut-être décevoir des gens, mais je ne crois pas du tout à la paix. Voilà. C'est-à-dire, les conditions ne sont pas réunies pour réaliser une paix. C'est-à-dire, prenons un phénomène colonial comme la France en Algérie. Bon, la paix, c'était l'indépendance de l'Algérie. La paix dans cette région, tout le monde dit il faut 2 États. Or, un État palestinien aujourd'hui est impossible. C'est-à-dire que les Israéliens ou les sionistes ont créé des conditions telles que la création de cet État palestinien est désormais impossible. Pourquoi ? Parce que dans ce petit État, dans ce petit espace, les sionistes se sont accaparés quasiment la moitié du territoire et y ont installé 550 000 colons. Et ces colons, les Israéliens ne voudraient jamais les rapatrier. D'une part. Donc vous imaginez qu'un État palestinien avec 550 000 colons qui occupent la moitié du territoire et qui accaparent 80% de l'eau, je pense que c'est une solution tout à fait inimaginable. Par ailleurs, un État palestinien tel que l'envisagent les Israéliens, c'est un État croupion ou un bantoustan dont les frontières seraient surveillées par les Israéliens, c'est-à-dire surtout la vallée du Jourdain. Donc un État, quand on parle de 2 États, pour les Israéliens, l'État palestinien, c'est clair que toutes les frontières doivent être surveillées par les Israéliens, l'espace aérien, le contrôle de l'eau et la présence de 550 000 colons. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un dirigeant palestinien qui accepterait de signer une telle paix. Ou alors il se ferait assassiner le lendemain. Bon. Donc je ne crois pas du tout, c'est une illusion que les chancelleries occidentales, que les Israéliens, que les collabos palestiniens, que les pays arabes soumis à l'Amérique, à l'Empire, maintiennent. C'est une fiction qu'on maintient, qu'on porte à bout de bras, mais qui n'a aucune réalité. Voilà. Et cette paix-là, elle est illusoire. Et on mène en bateau les peuples, et les peuples de la région, et les peuples épris de paix. Non, la seule solution que je vois, c'est-à-dire, ce n'est pas une solution qui sera négociée, c'est une solution à laquelle on arrivera de gré ou de force. Voilà, et plutôt de force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que la colonisation se poursuit, aujourd'hui il y a 550 000 colons, dans 2 ans il y aura 600 000, dans 5 ans il y aura 700 000. Donc ils vont bouffer toute la Cisjordanie. Et Israël sera tellement mis au banc de la société qu'il sera de plus en plus, probablement on arrivera à un boycott, probablement on arrivera, donc on poussera les Israéliens à dire à un moment donné, bon, eh ben, il n'y a plus qu'une solution, c'est qu'il faut que vous tous, vous viviez, ben, on trouvera bien une solution à la libanaise ou je ne sais pas quoi, un homme, une voix, parce que la solution des 2 États ne sera plus possible, elle n'est déjà plus possible. Et donc, on arrive, et malheureusement, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est une espèce, vous savez qu'il y a vous savez, dans l'histoire, il y a eu un royaume d'Israël. Mais ce qu'on oublie, enfin, il y a eu un Israël. Il y a eu un royaume de Juda. C'est-à-dire, il y a eu 2 royaumes. Et Juda, c'est en Cisjordanie. Donc il y a beaucoup de colons, des milliers de colons, des dizaines de milliers de colons, qui se préparent à cette éventualité, qui se disent, voilà, le jour où on voudra donner l'indépendance, enfin une espèce de créer d'un État palestinien, ben nous on va recréer le royaume de Juda. Ça veut dire on va se détacher de Tel Aviv et nous allons créer notre propre pays et nous allons le dominer. Mais vous savez, ils sont capables de tout. Hein.
sont capables de lancer une bombe atomique. On a affaire à des gens qui sont cinglés, qui sont complètement, qui vivent dans un monde, dans un autre monde. Et malheureusement, comme le monde entier pendant 60 ans les a laissés faire et les laisse faire, ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est l'impunité totale. Et ils se croient tout permis. Et malheureusement, moi je crains beaucoup, connaissant un peu la mentalité israélienne, moi je crains beaucoup qu'on en arrive à une explosion de violence terrible, ou bien par exemple susciter une guerre et chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Tout est possible, vraiment, dans cette région. Moi, je leur dirais d'abord de combattre l'injustice actuelle. Voilà. C'est-à-dire c'est insupportable que l'État d'Israël poursuive sa colonisation, la destruction des maisons, les harcèlements, les checkpoints. Il faut se battre. Voilà. Il y a une injustice flagrante, il y a des injustices qui se commettent tous les jours. C'est intolérable qu'un peuple vive encore encerclé, enfermé, contrôlé, humilié. S'il y a des gens qui sont épris de paix, qu'ils soient juifs ou musulmans ou chrétiens ou athées, je ne sais pas moi, ben il faut qu'ils se mobilisent pour faire arrêter ce massacre. Voilà. Et après, on verra. Mais il faut d'abord que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre.